Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct et nous sommes d'ailleurs très heureux de vous compter parmi les millions de téléspectateurs d'Agripan, votre programme consacré au travail de la terre, au travail de la pêche, de l'élevage et aux industries animales. Ce soir, nous allons donc vous faire vivre les temps forts du symposium agroalimentaire sur le Made in Africa organisé par le CRAC du 5 au 7 avril dernier à l'Université catholique d'Afrique centrale, tout comme nous allons essayer de comprendre pourquoi les avocats, les ananas ainsi que les oranges d'Afrique ne sont pas disponibles dans les rayons des supermarchés étrangers. Il sera également question pour nous ce soir de comprendre pourquoi les petits producteurs sont marginalisés, abandonnés à eux-mêmes, sans moyens pour s'offrir des intrants agricoles. Ça sera donc avec nos invités experts traditionnels. Et qui sont donc ces experts traditionnels? Emmanuel Genzeko est ingénieur agronome. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir Président Bernard Djonga, bonsoir à tous les Africains. Président Bernard Djonga, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Emmanuel, bonsoir Roger et bonsoir à ceux qui nous écoutent et nous suivent ce soir. Voilà. On va revenir à vous, cher monsieur, dans quelques instants pour commenter l'actualité dans notre domaine. Mais avant, je vous propose de regarder cet élément que nous propose Alice Priso. Elle essaie de nous faire une synthèse, un flashback sur ce symposium agroalimentaire de Yaoundé. Producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, pouvoirs publics et autres experts de l'agroalimentaire ont croisé le verbe du 5 au 7 avril 2018 à l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Le symposium sur le thème agroalimentaire, le Made in Africa face à la mondialisation, avec le parrainage du ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a été le lieu des réflexions et débats sur la problématique de la valorisation des produits Made in Africa. Selon des études menées en avril 2017 par l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, ACDIC, seulement 2% des produits locaux sont disponibles dans les grandes surfaces de distribution au Cameroun. La part belle est faite aux produits importés d'Occident. Qu'est-ce qui bloque? La réponse est sortie de la bouche des principaux acteurs, à savoir les agriculteurs et éleveurs, les PME et investisseurs, les distributeurs et consommateurs réunis en divers ateliers de travail le 4 avril en prélude au symposium. Des contraintes, certes il y en a. Alors que la production agricole se heurte entre autres au manque d'intrants agricoles de qualité, d'accompagnement technique et financier de la part des pouvoirs publics, le secteur de la transformation, lui, endosse l'insuffisance de la matière première de qualité. L'accès difficile au financement, la lourde fiscalité constitue un véritable obstacle à leur développement. Conséquence, les produits Made in Africa ne peuvent être suffisamment représentés dans les rayons des circuits modernes de distribution. S'agissant de la distribution elle-même, les acteurs se plaignent du non-respect des normes de production et de transformation, des difficultés de conservation, du manque de quantité et de qualité du contenu et du contenant des produits manufacturés. En fait, il n'y a pas assez de matière pour concurrencer la production importée, que le consommateur trouve d'ailleurs satisfaisante, car moins chère, bien emballée, bien conservée et toujours en abondance. Ainsi, au sorti des 3 jours de débat et réflexion du symposium, il va de soi que la valorisation du Made in Africa passera forcément par l'appui financier et technique de la production à la base, des petites et moyennes entreprises de production, par la mise en place urgente des stratégies nationales de promotion des produits locaux et surtout par une volonté bien affichée de valorisation des savoir-faire existants. Le plus dur, on l'a déjà. Parce que vous avez remarqué que lors de ce symposium a réuni des experts de tous bords, des personnes qui ont la crédibilité de parler du sujet. Ils nous ont donné de la matière. À nous maintenant de jouer. Donc, et on va jouer. Quand nous avons suffisamment argumenté notre plaidoyer contre les poulets congelés, souvenez-vous, l'État a pris la décision d'interdire les poulets congelés. Alors maintenant, nous avons de la matière pour faire un plaidoyer pour la promotion des produits locaux. Je pense que l'État sera aussi sensible au langage que nous allons tenir. Merci à vous, Alice Priso, pour ce compte rendu. Alors, Emmanuel Genzeko, je commence par vous. Vous avez
regardez ces images, vous êtes au cœur de ce symposium. Est-ce que vous êtes satisfait déjà des échanges qui ont meublé ce symposium et des conclusions tirées? Oui, évidemment, lui, Roger, c'est un plaisir de regarder en fait ce symposium et de comprendre les conclusions. Déjà, il faut dire, tant qu'on n'a pas diagnostiqué un mal, on ne peut pas savoir quelle solution lui apporter. Et comme le président vient de le dire à travers le symposium, que ça permet en fait de donner de la matière pour la réflexion par rapport au plaidoyer peut-être qu'il voudrait mener dans ce cadre-là. Et je pense que c'est très, très important. Voilà, ce plaidoyer qui bientôt sera donc rendu devant les pouvoirs, les autorités de tutelle. Mais Président, vous qui avez été au cœur de ce symposium, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi à notre challenge? Bon. À ce stade-ci, on peut dire oui, avec un peu de réserve, puisque là, on est encore au début. Bon, sur le plan de l'historique, bon, souvenez-vous, s'il faut dire un mot sur l'origine de ce symposium, je vais vous faire remarquer que suite à une étude que nous avons eu à réaliser au niveau de l'Arctique, nous avons eu à réaliser à Douala et puis à Yaoundé, il était démontré qu'il n'y a que près de 2% des produits locaux qu'on peut rencontrer dans les supermarchés. Donc 2%. Alors, sur la base de cette étude, nous avons décidé de mener une campagne pour inverser le sens pour faire changer la situation. Parce que nous avons trouvé que ce n'était pas normal que dans un pays comme le nôtre, qui ambitionne de se développer à travers l'agriculture, qu'on constate que le marché domestique est entièrement occupé par les produits locaux, tels que cette étude le démontrait. Les produits importés. Nous avons donc décidé, à défaut de faire une manifestation contre les supermarchés qui s'installeraient sur place, on a décidé de réunir tous les acteurs autour d'une table pour tabler sur les voies et moyens de booster les productions locales. C'est ça l'origine de ce symposium. Alors moi, pour avoir participé à ce symposium d'un début à l'autre, je peux vous affirmer que à ce stade-ci, je pense que les objectifs ont été largement atteints. Largement atteints en ceci que la matière dont nous avions besoin pour pouvoir engager une campagne de plaidoyer, on n'en est pas encore là dans la campagne, donc il fallait une matière, il fallait comprendre le problème, il fallait préparer son argumentaire pour pouvoir se lancer dans le plaidoyer. Ce symposium a été l'occasion pour nous d'amasser du matériau et de nous dire prêts maintenant pour pouvoir nous lancer dans le plaidoyer dans les jours à venir pour la promotion des produits locaux. Alors, avec votre permission, je veux quand même expliquer comment ça s'est passé et pourquoi on en arrive à cette matière. Alors, le symposium a eu 3 grands temps forts. Alors, le premier temps fort, c'est ce que nous avons appelé les ateliers préparatoires au symposium. Il était question de donner la parole aux acteurs, de pouvoir proposer des solutions, déjà identifier les forces, les problèmes, proposer des solutions par rapport au made in Africa, par rapport aux produits locaux. Alors pour ce faire, étant donné que la problématique de la promotion du produit local, nous l'avions déjà, lors de l'étude dont j'ai parlé tantôt, identifié qui étaient les dépositaires d'enjeux. Il y en avait 4 dépositaires d'enjeux. On avait d'abord les pouvoirs publics, on avait les producteurs, on avait les consommateurs, on avait les distributeurs et on avait enfin les PME et les PMI. Nous avons décidé d'organiser des ateliers préparatoires qui donnaient l'occasion à chacun de ces groupes d'acteurs de réfléchir sur la problématique de la promotion des produits locaux. On a donc réuni, ça c'est un jour à la veille du symposium, donc le mercredi 4, on a réuni à Yaoundé, dans la même journée, 100 producteurs d'un côté, 100 consommateurs de l'autre, 100 distributeurs de l'autre, et puis enfin les PME et les PMI 100 aussi dans un autre hôtel de la ville de Yaoundé. On a donné l'occasion à tous ces acteurs de pouvoir parler des difficultés, des problèmes et en même temps proposer des solutions. Ça, c'est le premier temps fort. On est sorti déjà de là avec du très bon matériau et je peux vous affirmer ici que, comme vous le voyez, quelques images sur ce documentaire, cette phase a été réussie à 100%. Cette première phase. La seconde phase, c'était les travaux en atelier, donc en salle, comme vous voyez. Alors, il était question ici de donner l'occasion aux experts de faire des exposés sur les généralités concernant la promotion des produits locaux, de discuter sur les résolutions qui sont sorties de l'atelier et de faire cette fois-ci des recommandations à l'encontre des différents dépositaires d'enjeux. Cette phase aussi s'est déroulée correctement. Et je veux vous le dire, que
pour pouvoir nourrir aussi les travaux en salle, nous avions commandé 2 études. La première étude, c'était une étude qui faisait la comparaison entre 3 pays sur les mesures prises par ces pays pour booster les productions locales. On a choisi 3 pays, c'est-à-dire le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc on a essayé de voir de ces 3 pays quelles sont les mesures qui sont mises en place pour pouvoir favoriser les productions locales. Bon, on pourra aussi revenir sur ces résultats, mais je peux déjà vous affirmer que de ces 3 pays, c'est le Nigeria qui était en avance sur l'importance accordée aux produits locaux. Et enfin, la dernière partie de du symposium, c'était ce que nous avons appelé le village du symposium. Donc il y avait des stands où certains opérateurs qui font dans le Made in Africa se sont présentés et ont pris des stands et ont présenté les résultats et puis le fruit de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Voilà un peu les 3 temps forts qui ont marqué ce symposium, que moi je peux vous dire qu'après la cérémonie de clôture, on a tous partagé la satisfaction d'un symposium qui s'est très bien déroulé et comme je vous ai dit, qui constitue le très bien déroulé, c'est qu'on a obtenu la matière qui nous permet de commencer donc le plaidoyer pour la promotion des produits locaux. Et je peux vous assurer que c'est un plaidoyer qui devrait prendre du temps. Voilà un peu ramasser comment ça s'est déroulé. Alors, je vais y revenir pour parler des résolutions. Mais bien évidemment, nous allons revenir sur les différentes résolutions. Mais ce qui nous frappe d'entrée de propos, ce sont ces participants, 100 producteurs, 100 distributeurs, 100 PME, etc. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a eu un travail de fond à la base et qui a également produit les résultats escomptés. Maintenant, revenons-en au sentiment des uns et des autres, parce que là, c'est votre sentiment. Est-ce que ceux qui ont participé ont eu le même sentiment que vous? Ah oui, tout à fait. Parce que les 100 que vous évoquez tantôt, 100 producteurs, 100 consommateurs, 100 distributeurs et 100 PME et PMI, c'est des acteurs qui sont originaires des 10 régions du Cameroun. Donc, on a réussi à avoir en un jour à Yaoundé les acteurs de toute la filière, mais provenant de différentes régions du Cameroun. Ça, c'est quelque chose de vachement intéressant. Ce qui fait que même la rencontre déjà entre ces différents acteurs a été un très grand moment de joie. Et ça se lisait sur la face des participants. Bien évidemment, cette diversité qui épousait en quelque sorte la diversité agroécologique du Cameroun. Vous imaginez, donc on en parle ici souvent. Il y avait des gens qui venaient de l'extrême, de la région sahélienne, ceux qui venaient de la région forestière, de la région côtière, de la région de haute altitude et la région des hautes plaines. Donc toutes ces régions-là, c'était un peu le Cameroun dans toute sa diversité et sa spécificité qui s'est retrouvée à Yaoundé pour plancher sur les produits, la promotion des produits locaux. Ça aussi, c'était un facteur très très intéressant et qu'on a dû remarquer dans la mine de différents participants. Donc les images que vous voyez là, c'est les images des ateliers. Ça s'est passé en ville un jour avant, où on discutait, etc. Je crois que la question que vous posez, je vais vous renvoyer à attendre vendredi prochain parce que nous sommes en train de finaliser un magazine People, donc un magazine qui non seulement présentera ces ateliers, mais présentera surtout les actes et les recommandations du symposium. Vous allez voir que dans les photos qu'on va vous présenter, c'était des personnes toutes joyeuses, les paysans, et il y avait aussi, il faut quand même le noter, il y avait aussi les insolites. Il y avait l'effet de couloir, c'était important aussi dans ce symposium. Bon, c'est par respect que je le dis, mais j'avoue quand même que j'ai été vachement impressionné du fait que la plupart des producteurs, c'est des personnes qui n'ont jamais eu à dormir à l'hôtel. Mais bon, comme c'était financé on était soutenu par l'Union européenne, on était obligé de se soumettre à cette réglementation qui voudrait que les participants soient logés dans une enceinte qui est reconnue. Donc tous étaient logés dans des hôtels. Les 400 personnes présentes étaient logées dans les hôtels. Et parmi eux, des paysans qui n'avaient jamais été à l'hôtel, on a vu comment c'était contents et ils ont même fait des photos pour dire que, écoutez, ils disent que quand ils vont rentrer, ils vont montrer. C'est des petites choses, mais vous voyez que même en dehors de la thématique, on a ceux des participants qui ont senti, ils ont appris d'autres choses. On a senti qu'on a élargi leur horizon de réflexion en leur faisant vivre de nouvelles expériences. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent, mais nous avons vraiment remarqué ça et c'était très très bien. Sans compter les producteurs de l'Est, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas reçu certains de leurs amis de l'extrême Nord. Ils sont retrouvés là-bas et c'était quelque chose de vachement intéressant. Je ne peux pas m'empêcher, puisque vous parlez de sentiments. Dans ce magazine, vous allez jeter un coup d'œil sur le discours du ministre du Commerce. Il était le premier à il était très très heureux d'être là-bas à ce moment-là, avec tout ce travail qui a été fait. Et je suis tout à fait heureux parce qu'il n'a pas hésité à encourager les promoteurs de cette initiative, mais aussi
il a affirmé haut et fort qu'il attendait les recommandations pour pouvoir les appliquer pour ce qui concerne son département ministériel. Avouer cela en public, je pense que c'est annoncer déjà un futur qui sera quelque chose de très bien pour nous dans le cadre du plaidoyer que nous allons engager. Voilà un peu ce que je dirais concernant, comme vous avez demandé, les sentiments des uns et des autres. Mais en dehors du ministre camerounais du commerce, on s'attendait également à voir le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et des industries, Zaïba, le docteur Taïga. Alors, Emmanuel, on ne l'a pas vu. Je ne sais pas si c'est une omission ou c'est encore cet immobilisme que l'on décrit et qui devrait changer pour booster ce secteur. Bon, il faut peut-être demander aux organisateurs pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus. Peut-être qu'on leur a adressé des invitations et ils n'ont pas été disponibles. Peut-être que pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui est sûr, pour un forum pareil, voir les ministres qui sont réellement en charge du secteur aurait été une très bonne chose pour les producteurs. Ils se seraient sentis un peu réconfortés, ils se seraient sentis peut-être galvanisés par rapport à l'intérêt que ces membres du gouvernement pouvaient prêter à un symposium pareil, quoi. Voilà. Alors, Président, je voudrais maintenant que nous revenions sur les conclusions, les grandes leçons que l'on peut donc tirer de ce symposium pour nous édifier davantage sur ce travail intellectuel abattu par tous ces participants. Bon, lui, Roger, il ne faut pas t'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui est très intéressant dans l'évolution, c'est qu'on a eu affaire à des participants qui sont restés les pieds collés dans notre réalité. Alors, je prends le cas de l'atelier qui a travaillé, l'atelier des consommateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme étant des contraintes? Là, imaginez donc un consommateur qui réagit par rapport à la promotion des produits locaux. Alors, ils ont mis en avant l'insuffisance des produits locaux dans les marchés. Et je trouve que ce n'est pas insuffisant. Je pense que vous reconnaissez à travers l'absence de normes et de techniques de conditionnement. Ça, c'est ce que les consommateurs disent. Ils ont le manque de promotion des produits locaux. Ce qui est aussi vrai. La publicité des produits locaux, on ne voit pas ça. Donc, il y a plutôt la publicité des produits importés qui assomme les consommateurs. Et ils ont dit, quand il n'y a pas de publicité pour les produits locaux, que voulez-vous qu'ils fassent? Et ils vont dans le sens où on les appâte. Et ça aussi, c'était tout à fait normal. Il y a aussi la difficulté d'accès aux produits locaux. Il y a des moments où, si vous voulez manger les ignames, vous n'avez pas accès aux ignames. Voilà. Ça peut être pour les raisons de prix, ça peut être pour les raisons de rareté, ça peut être pour les raisons de qualité. C'est le consommateur qui le dit. Et il a tout à fait raison. S'il ne voit pas l'igname, qu'est-ce qu'il fait? Il achète le riz importé, il achète le spaghetti importé. Donc, les consommateurs sont vraiment exprimés. Ils ont évoqué le rapport entre la qualité et le prix. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on reproche aux produits locaux, la qualité et le prix. Et c'est en ça que je disais que cette rencontre-ci, ça nous a permis d'être dans le vif du sujet. Je finis avec les consommateurs. Ils disent qu'il y a la mauvaise foi des producteurs, des distributeurs des produits locaux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Parce qu'en réalité, un producteur, dans sa production, doit tenir compte à la fois du consommateur que de l'environnement, par exemple. Je ne parle du producteur. Mais quand vous voyez les producteurs qui sortent la salade avec le virus cuivre, c'est-à-dire quand ils ont traité la veille avec le produit phytosanitaire, le lendemain, ils cueillent la salade pour aller sur le marché. Vous convenez avec moi qu'ils ne respectent, le producteur là n'a pas respecté le consommateur. Et eux, ils l'ont dit. Les consommateurs, ils se plaignent aussi l'insalubrité des lieux de vente des produits locaux et même sur certains aspects des produits eux-mêmes. Ce qui est vrai. Il y a des moments où, là, on est en saison de pluie. Si vous allez aujourd'hui au marché du Foundia Yaoundé, au marché de Nebeladoua, là, vous allez voir que ça a la limite dans de la boue qu'on offre certains produits locaux aux consommateurs. Vous convenez avec moi, lui, Roger, qu'ils sont en droit de pouvoir se plaindre. Voilà un peu. C'est un exemple. Là, je suis resté sur les consommateurs. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont fait des propositions. Alors, allons-y, lui, Roger, avec ta permission. Non, allons-y, parce que là, qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, les consommateurs disent qu'il y a la responsabilité de l'État. L'État doit former, informer, éduquer, sensibiliser, sanctionner et faire respecter les normes. C'est la responsabilité de l'État. Et c'est les consommateurs qui le disent. Et c'est dans leur proposition. L'État doit faire la promotion des produits locaux par des producteurs et les distributeurs. Donc l'État doit les encourager à faire la promotion des produits locaux. L'État doit créer
des supermarchés spécialisés dans la vente des produits locaux et des supermarchés qui sont salubres. Et ça encore, c'est quand même une recommandation qui colle à notre réalité. L'État doit limiter et contrôler l'importation des produits étrangers. Ça encore, je pense qu'on n'aurait rien à redire par rapport à ces recommandations. Voilà un peu, j'ai pris le cas de l'atelier qui concernait les consommateurs. Voilà comment on a travaillé. Alors quand on va aller sur les producteurs, ce sera la même chose, je ne sais pas si Emmanuel, par rapport aux consommateurs. Ou bien, je souhaiterais bien que ce soit lui, Roger, parce que tu es consommateur, lui, Roger. Mais bien évidemment, tout ce qui a été dit, tu te retrouves. Je me retrouve dans tout ce qui a été dit. Et là, je voudrais vraiment que l'on s'intéresse parce que, sur la publicité de ces produits, parce que s'il n'y a pas une communication autour du produit, s'il n'y a pas une publicité des produits locaux, on ne peut pas savoir, le consommateur ne peut pas effectivement savoir si ces produits-là existent et où on peut les trouver. Donc c'est un problème crucial. Et là, il n'y a pas que le gouvernement que l'on doit interpeller. On doit interpeller également les médias, que ce soit la presse écrite, que la radio, la télévision, pour pouvoir donc assurer la promotion. Maintenant, il faudrait également que les conditions d'emballage soient respectées. Tout à l'heure, on parlait de la norme, de la qualité de l'emballage de ces produits. Alors, Emmanuel, il est temps maintenant de faire la promotion de tout ce que de tous ces produits que vous cultivez pour que les consommateurs puissent savoir où les trouver et surtout en quantité, en qualité. Tout à fait. Mais avant peut-être de faire la publicité, moi je dis il y a déjà un problème est-ce qu'on peut produire en quantité suffisante pour pouvoir en fait faire concurrence face aux produits importés. Ça, c'est la question que j'ai. Mais il faut commencer par la petite quantité. Commencer si on a 10 pommes, faire la publicité de ces 10 pommes, peut-être avoir de l'argent pour cultiver davantage, etc. Oui, mais le problème aussi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, si vous faites une publicité sur quelque chose qui n'existe pas, une fois que les gens auront pris, ils en demanderont et vous n'aurez plus à leur servir, quoi. Ça devient un peu compliqué. Donc, moi, je dis, c'est vrai, il faut faire de la promotion, il faut faire de la publicité autour des produits, mais il faut aussi surtout les produire et les conditionner à grande échelle, quoi. Est-ce que vous êtes également conscient qu'il faudrait revoir le cadre dans lequel ces produits de consommation courante sont vendus? Parce que généralement, c'est dans des endroits insalubres. Tout à fait. Et ça, je dirais peut-être, contrairement à la proposition de l'État, moi je dirais même ça c'est faisable au niveau des communes. Les communes peuvent prendre sur elles d'organiser en fait des espaces de distribution des produits locaux. Ça, c'est faisable. Mais également que le producteur puisse ne serait-ce que laver ses pommes de terre, sorties de terre quand même. Bon, ce n'est pas l'action du producteur, plutôt du distributeur à ce niveau. Ah, oui, ça aussi, c'est notre maillon. Tout à fait. Ce que j'allais faire remarquer, oui. Quand nous avons fait l'étude, on a posé la question aux jeunes salariés, à la classe moyenne qui a un pouvoir d'achat, pourquoi ils avaient cette préférence d'aller dans les supermarchés. Qu'est-ce qui les attirait dans les supermarchés pour pouvoir faire leurs achats? Ça, c'est la question que nous avions posée. Alors, mais tenez-vous bien. Ils ont dit, il y a eu 7 raisons qui ont été évoquées par ces consommateurs. Tout à fait. Premièrement, le supermarché, il est propre. Il est même par moments parfumé. Mais si, c'est vrai. Climatisé, même pas. Il est climatisé. Le supermarché, là où ils vont. Deuxièmement, on ne vous bouscule pas en tant que tel. Donc, vous circulez librement, vous avez votre caddie, vous avez le temps de contempler, il n'y a personne qui vous bouscule et qui vous court après. Troisièmement, on ne négocie pas. Et quand vous entrez dans le supermarché, alors vous choisissez votre produit, le prix est là. Le prix est là, fixé. Mais ne ris pas. Mais, quatrièmement, ne ris pas du Roger, mais ne ris. Le supermarché est snob. Mais quand on vous voit entrer ou bien sortir de là, mais on sent que vous êtes là. Vous êtes aussi quelqu'un. Ne ris pas. C'est la réalité. Cinquièmement, mais il n'y a pas de mendiants dans les supermarchés. On ne vous tire pas les bras partis comme vous avez au marché de Nubel ou bien comme vous avez au marché Foudia à Yaoundé. Alors, voilà la réalité que nous avons découverte. Maintenant, à contrario, quand on dit comment faire pour promouvoir les produits locaux, ceux qui ont le pouvoir d'achat entre leurs mains, ils vont dans le supermarché où vous avez 98% de produits importés.
Si vous voulez qu'ils aillent vers là où ils auront 98% de produits locaux, faites donc que ces produits soient présentés dans des marchés qui présentent les avantages vus par eux, c'est ce que j'ai évoqué. Vous avez même évoqué la climatisation, lui, Roger. Donc il faudrait qu'on envisage faire des supermarchés qui prennent les caractéristiques que je viens de décrire pour les supermarchés d'aujourd'hui, qui vont en faveur des produits importés, que ces supermarchés maintenant qui aillent en faveur des produits locaux et les mêmes conditions pour flatter le consommateur. C'est ce qui est par moment aussi évoqué par les consommateurs ici. Et c'est assez important parce que là, on se rend compte que généralement, nos épis de maïs, c'est à même le sol que l'on les retrouve par taille. Il faut marchander à chaque fois et au risque même de vous faire bousculer. Donc, il y a tout cet environnement-là qu'il faudrait également revoir. C'est donc un travail très important que vous venez donc de réaliser du côté de Yaoundé. Et ce n'est pas tout. Non, ça, c'est les consommateurs. Voilà, j'ai pris ça à titre d'exemple. Bon, si vous permettez, Roger, je peux maintenant toucher les producteurs. Allons-y. Qu'est-ce qui est sorti de l'atelier des producteurs? Allons-y. Alors, comme contrainte des producteurs, il y a l'insuffisance en semences améliorées de qualité, le prix élevé des semences, la faible qualité des semences, c'est ce que les producteurs ont élevé. Ça tourne autour des semences, des intrants agricoles. Tout à fait. Parce qu'il y a le prix élevé des engrais, ça encore c'est les intrants agricoles. La mauvaise qualité des produits phytosanitaires sur les marchés, la contrefaçon et la contrebande, ça encore c'est les intrants agricoles. Maintenant, après les intrants agricoles, il y a la difficulté d'accès à la propriété foncière. Ça aussi, ils l'ont évoqué. Les procédures sont compliquées, onéreuses pour acquérir un titre foncier. Ça, c'est vu du côté des producteurs. Il y a aussi la difficulté d'accès aux terres cultivables dans certaines localités, dans certaines régions du Cameroun. Ça aussi, c'est connu. La difficulté d'obtention des crédits agricoles. Ça n'existe pas. On va y revenir tout à l'heure quand on va parler des intrants agricoles en cette période de campagne. Il y a les procédures d'immatriculation des coopératives qui sont longues et plus centralisées. La taxation des activités agricoles. Le nombre insuffisant d'agents de régulation agricole. Le long transfert des compétences vers les communes. Quelqu'un parlait de communes, c'est Emmanuel qui parlait des communes qui devaient s'occuper des marchés. Mais on a remarqué que le transfert des compétences vers les communes, c'est-à-dire la décentralisation, n'est pas encore effective. Et là où cette décentralisation est effective, les prérogatives ne vont pas avec les moyens pour pouvoir assumer ces prérogatives. Donc ça, c'est un problème qui a été évoqué. Les subventions agricoles inadéquates, on va aussi revenir dessus. C'est les producteurs qui ont évoqué cela. L'absence d'informations agricoles, insuffisance de statistiques fiables. Ça, c'est des problèmes réels qui ont été évoqués par ces ateliers. La corruption, le détournement des fonds destinés à l'agriculture, l'inexistence le statut du producteur. Là, maintenant, ils veulent résumer ça, ce qu'on appelle la loi d'orientation agricole. Il n'existe pas comme une loi d'orientation agricole. Et ça fait problème. La non-vulgarisation des résultats de recherche. Vous voyez? Donc ça, c'est autant de problèmes qui ont été évoqués par l'atelier des producteurs qui freinent quelque part la dynamisation des produits locaux. Voilà, Roger, comme tu vous tenais à voir un autre exemple, voilà ce que... Non, des exemples qui nous édifient davantage. Emmanuel, je n'ai pas fini même, hein. Ah. Parce que, oui, l'enclavement de nombreux bassins de production, oui, le problème de transport, tellement l'enclavement, à spéculer là-dessus. L'insuffisance de routes, de pistes rurales pour l'acheminement des produits vers les zones de consommation. Il y a les moyens de transport qui sont inappropriés et qui sont rudimentaires. C'est souvent les motos, les porte-tous, les vélos, les ânes. Tu vois, donc, sortir les produits des champs vers les consommateurs, c'est tout un parcours de combattant. Les difficultés de conditionnement, donc problème de packaging, de qualité, insuffisance de magasins de stockage, ces infrastructures qui n'existent pas en milieu rural pour pouvoir permettre le stockage. Et maintenant, ils n'ont pas aussi oublié le matériel agricole qui est inadapté pour une agriculture intensive. Voilà un peu les quelques limites qui ont été évoquées par cet atelier. Alors là, Emmanuel... Oui, enfin, je voulais juste faire la remarque que dans tout ce qu'on a cité jusqu'ici, je n'ai pas vu la faible productivité, en fait, le rendement par rapport à la plupart des cultures. Parce que déjà, pour produire des grandes quantités, il faudrait qu'on ait une productivité assez élevée, c'est-à-dire en fait la quantité qu'on produit par unité de surface, quoi. Voilà. On va parler des intrants de manière globale. En tout cas, tout à l'heure, on y reviendra, mais les problèmes qui sont soulevés sont des problèmes qui sont réels. Bien sûr, c'est des problèmes réels. Alors, vous qui êtes au nom de terrain, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, vous êtes sur le terrain, c'est vous qui conseillez, vous-même vous êtes producteur, vous conseillez des producteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que
ces problèmes soulevés puissent trouver rapidement des solutions pour booster ce secteur? Moi, je pense qu'il y a deux voies. Première, enfin, plusieurs voies. La première voie, c'est peut-être que l'État prenne sur lui. Enfin, je prends le niveau, par exemple, semences et la qualité des intrants agricoles, par exemple. Je pense qu'il serait très, très difficile pour les producteurs de veiller, en fait, à la qualité des intrants agricoles. C'est-à-dire, en fait, je prends l'exemple des engrais. Qu'est-ce qui dit à un producteur que c'est qu'on lui a dit 20-10 dans le paquet de l'engrais. Nous allons revenir, largement sur cette question que vous évoquez dans la suite de ce programme. Non, j'allais dire que tu as dit l'atelier est parti très loin par rapport aux solutions. Oui. Je prends le cas des semences. Oui. L'atelier dit ceci, il faut former et accompagner les producteurs à la multiplication des semences améliorées. Il faut les former et les accompagner. Parce que, ça c'est une chose présente. Ce qu'on peut appeler les semences de base, par exemple, oui. Ça vient de l'Institut de recherche, donc c'est l'État qui devrait le faire. Oui. Comment les utiliser? Il faut les enseigner aux producteurs, ceux qui sont spécialisés pour produire la semence, oui. Et les accompagner. Tout à fait. Produire les semences en tenant compte du calendrier agricole. Ouais. Donc, il y a des solutions qui ont été évoquées. Et la responsabilité à ça, c'est l'État et les producteurs. La deuxième chose que vous vouliez souligner, Emmanuel? Oui, j'ai voulu aussi faire allusion au niveau de la semence, effectivement, puisque on y est. En fait, je prends un exemple très, très concret. Regardez par exemple les avocatiers. Au Cameroun, on a eu 2 centres qui s'occupaient de la recherche semencière justement en avocatier, l'IRAD de Njombe et l'IRAD de Fumot. Mais je peux vous le dire, ça fait plus de 60 ans que le verger est là, n'a pas été régénéré. Mais conséquence, même si vous formez en fait un producteur à faire du greffage ou à faire du marcottage, où est-ce qu'il aura en fait les plants jaunes et sains pour pouvoir en fait le faire. Donc ça aussi, je voulais souligner cet aspect pour montrer qu'il ne suffit pas de former les gens, il faut aussi en fait entretenir les banques à gènes. Et ça, on ne l'a pas fait du tout au Cameroun jusqu'ici. Voilà. Mais Président, je voudrais revenir sur cette publicité parce que vous avez lancé, vous avez la voix du paysan qui fait déjà des efforts dans ce sens. Oui. Vous avez également lancé Éclat d'Afrique qui était ce magazine People qui était censé valoriser donc les acteurs du monde rural, et qui malheureusement les gens n'ont pas compris. Alors est-ce qu'il n'est pas de bon ton aujourd'hui que vous remettiez encore tous ces projets-là en route, quitte à ce que à revoir peut-être les prix, à chercher des soutiens financiers pour son expansion? Non. C'est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Ah oui, je sais de quoi je parle. C'est plus difficile aujourd'hui qu'hier. Je vous donne l'exemple de ce symposium que nous venons d'organiser. Alors, un symposium sur le Made in Africa, on serait attendu que les supermarchés qui sont détenus par les Africains soient les premiers à accompagner ce symposium. On serait normalement attendu à ça. On en a plusieurs supermarchés que vous avez ici à Douala qui sont tenus par les Africains, pas les Camerounais. On en a plusieurs. On a des supermarchés qui sont tenus aussi par des expatriés, des supermarchés internationaux, appelons-les comme ça. Donc, on serait attendu que ces supermarchés qui sont tenus par des Africains comprennent plus vite l'intérêt de ce symposium, parce que dans certains aspects de ce symposium, on a essayé de voir dans quelle mesure on peut rééquilibrer les conditions d'accès, les facilités qu'on accorde aux grandes surfaces, parce qu'à l'heure actuelle, les grandes surfaces internationales sont privilégiées par rapport aux grandes surfaces locales. Vous voyez un peu, on serait attendu que ces grandes surfaces qui sont locales puissent comprendre l'importance de ce symposium. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Nous avons été, et c'est ça qui est curieux, malheureusement, il faut que je l'affirme ici, nous avons été soutenus dans le cadre de ce symposium par les supermarchés internationaux, que je ne veux pas citer ici, que vous connaissez pour des raisons de publicité. Il n'y a aucun supermarché tenu par un Africain qui a participé de manière soutenue, qui a participé et qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce symposium. Et Dieu seul sait qu'on leur a couru après pour les sensibiliser. Non. Donc pourquoi je commence par là? C'est pour vous dire qu'en réalité, un magazine, ça se vend à travers la publicité, ça se conçoit à travers la publicité. Or, un magazine qui parle comment je pourrais dire, des stars ruraux, c'est des stars qui ne sont pas connues dans le milieu où il y a les moyens pour pouvoir acheter les magazines. Je ne sais pas si vous réalisez. Or, on serait attendu donc
que ces supermarchés-là, qui sont proches des producteurs, puissent aider un magasin comme celui-là de pouvoir vivre. Mais je suis désolé, si on le lance encore, il sera plus difficile. Mais dans tous les cas, on a prévu sortir un magasin par rapport à ce symposium. Mais je vous le dis d'expérience, parce qu'on avait lancé Éclat d'Afrique, on a vu comment c'était difficile pour nous, à un certain niveau, de pouvoir trouver les moyens pour continuer avec ce magazine. La bouche, ou bien la tête des producteurs, ils auraient beau être vedettes dans leur village, mais ça ne fait pas vendre un journal en ville. Ça c'est une réalité que nous avons appris à notre dépens. Nous rappelons également aux téléspectateurs qui peuvent maintenant intervenir que le standard est ouvert pour poser des questions ou apporter des compléments d'information. Alors, président Bernard Tsonga, c'est dire donc que le Made in Africa face à la mondialité, à la mondialisation est un problème crucial. Ah oui, mais c'est un problème crucial. C'est-à-dire, c'est un combat de longue haleine. C'est-à-dire, on a pris un retard excessif et dans tous les domaines. Je dis, on a pris un retard excessif et dans tous les domaines. Quand vous abordez le consommateur, vous trouvez qu'il y a encore du chemin. Quand vous allez vers les producteurs, vous trouvez qu'il y a encore du chemin à parcourir et pas n'importe lequel. Parce que quand vous voyez seulement comment il est fastidieux d'accompagner les producteurs aujourd'hui par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ce n'est pas une mince affaire, puisqu'il n'est pas aujourd'hui connu dans plusieurs régions du Cameroun des initiatives qui vont dans le sens de former et de suivre les producteurs qui sont en champ dans l'utilisation des produits phytosanitaires qui, pour la plupart des cas, sont des produits toxiques. Il n'y a pas un processus ou bien une démarche qui est mise en place et qui permette de pouvoir être sûr que d'ici 5, 10, 20 ans, on aura affaire à des producteurs qui sont suffisamment formés, qui sont suffisamment conscients des dangers que présente la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires. Je ne suis qu'à ce niveau-là. Parce qu'ils vont encore très loin jusqu'à ne même pas prendre en compte le danger que ce mauvais usage a sur les consommateurs. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un combat de longue haleine. Si on continue dans le rythme actuel, au cas où on aurait une volonté politique forte et agissante, je pense que ce serait des problèmes qu'on mettrait sur la table. On trouverait les moyens en termes humains, des moyens en termes financiers, des moyens en termes matériels, pour très rapidement former, amener les producteurs à prendre conscience de l'importance qui concerne les dangers de l'utilisation des produits phytosanitaires. J'ai pris un seul cas et une infime une infime partie des problèmes qu'on aurait pour pouvoir résoudre les problèmes de... Parce que, vous ne le savez peut-être pas, ici au Cameroun, on n'a pas de laboratoire d'analyse des produits alimentaires. Il n'en existe pas. Celui qu'on avait voulu créer, il est là, ici à Douala, à la délégation régionale de l'élevage. Les machines sont à l'intérieur, mais ça fait 3 à 4 ans qu'on ne l'a pas encore lancé, qu'on ne l'a pas encore ouvert. Il n'est pas fonctionnel. Ce qui fait que les produits qu'on dit importés, quel que soit le danger que ça peut présenter sur la santé des populations, il n'y a aucun endroit où on peut contrôler ces produits. Donc c'est pour ça que quand vous m'entendez dire que le chemin est quand même long, et on a l'habitude de dire que lorsque le chemin est long, il faut se lever tôt. Mais on n'est pas encore on ne se lève même pas encore. Et ça, par rapport à ces problèmes que j'évoque à l'heure actuelle. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour la plupart des cas, c'est des problèmes qui sont éminemment politiques. Ce n'est pas des acteurs de la société civile ni les producteurs eux-mêmes qui peuvent trouver solution à ces problèmes. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique forte, il est extrêmement difficile de pouvoir aborder certains problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le milieu rural. Et là, ce n'est pas la simple décision d'un président. Certainement, cela pourrait monter jusqu'à l'Union africaine pour qu'il y ait une synergie d'action des chefs d'État pour permettre à ce que... Mais non, n'allez pas très loin. Parce que s'il faut s'arrêter à la synergie des chefs de l'État, je vais vous faire vous étonner avec moi que la décision de Maputo qui demandait à ce que chaque État accorde 10% de son budget au secteur agricole. Ils sont combien d'États en Afrique aujourd'hui qui accordent les 10%? Ils ne sont pas nombreux. Quand je prends les 3 pays qu'on a eu, qui ont fait l'objet de l'étude comparative par rapport à l'importance accordée aux produits locaux, j'ai cité le Nigeria, j'ai cité la Côte d'Ivoire, j'ai cité le Cameroun. Mais va voir, le budget que le Nigeria accorde, c'est le Nigeria qui est encore en tête. Parce que le Nigeria frôle un peu ce niveau de 10%, mais dans le cas du Cameroun, nous sommes à 2,3%. En Côte d'Ivoire, ils sont à 4%. Je ne sais pas si vous réalisez, de leur budget accordé. Donc, même au niveau des chefs de l'État, comme vous dites,
les décisions qui sont prises ne sont pas mises en application. C'est pour ça que je crois pour ma part qu'il faut aller d'abord au niveau du pays. Et au niveau d'un pays, c'est le chef d'État qui a la force politique, qui peut implémenter, qui peut donner le ton, qui peut donner l'orientation. Or, on n'en est pas encore là par rapport à ce qui concerne la chose agricole. Quand je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, en 2 ans, c'est-à-dire de 2017 à 2018, le budget accordé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural est passé de 111 milliards à 86 milliards. Ça a subi plutôt une baisse de 22%. C'est ça, si vous réalisez. Ça veut dire, rien que cette baisse montre qu'il n'y a pas une volonté politique de faire de l'agriculture ce qu'elle devrait être dans tous ces problèmes. Donc, c'est un exemple que je donne. Et ce n'est pas pour décourager qui que ce soit, non. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte pour mettre en place une dynamique qui aille dans le sens de corriger cet ensemble de situations, de problèmes, d'handicaps que les différents ateliers ont très bien su mettre en exergue. Donc là, on est parti pour une campagne qui doit dépasser la campagne pour les congeler. Voilà. À présent, on va aller au standard prendre le pasteur Soa qui nous appelle depuis le Ghana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Louis. Bonsoir. Je vais poser une question. Une question qui me préoccupe. Cette question, je pense que ça va s'adresser à l'ingénieur qui parlait par l'ingénieur agrégé. Voilà, quelques petits soucis avec la connexion du pasteur Soa qui nous appelle depuis le Ghana, qui pourra changer de ligne pour être audible. Voilà, le temps pour nous d'évoluer avec les autres sujets de cette soirée. Alors, il faut maintenant sortir avec ce symposium qui certainement va encore s'organiser. Ah oui, on va en reparler. Peut-être la prochaine fois, ou alors 2 ans, 3 ans chaque année. Non. L'heure n'est plus à envisager le prochain symposium, non. L'heure est à envisager la mise en place des recommandations qui ont été formulées par les différents ateliers et qui ont été adoptées, à n'oublier pas, le symposium lui-même. Donc il faut donc prendre ce matériau et lancer la campagne de plaidoyer auprès des dépositaires d'enjeux. Voilà. Donc il ne faudrait pas que demain, vous vous surprenez avec une campagne que l'ACTI va lancer sur le plan national à l'encontre ou bien à l'intéressement des consommateurs. Ce sera le fruit du symposium. Et nous allons aussi lancer une campagne à l'attention des pouvoirs publics, à l'attention des supermarchés, à l'attention des producteurs. Donc, et c'est par rapport à ça que je vous ai dit tantôt qu'on entre dans une bataille de longue haleine, qui aura cette différence que nous avons, avec celle que nous avons connue concernant le poulet congelé. Avec le poulet congelé, le combat était plus facile en ce sens qu'il y avait des acteurs de la filière qui étaient là et qui étaient prêts à prendre la relève des poulets congelés au cas où on suspendait les importations. Ça, c'était prêt. Cela s'est fait très facilement. Mais ici, on a affaire à des cas de prise de conscience, de sensibilisation, d'information, d'éducation, avec un langage qui correspond à chaque type d'acteur et des acteurs qui sont différents. Ce n'est pas le même langage qu'on aura à tenir avec les producteurs, ce n'est pas le même langage qu'on aura à tenir avec les consommateurs ou bien avec les distributeurs ou bien avec les PME et les PMI. C'est des acteurs de la filière qui vivent chacun à son niveau des réalités qui sont différentes. Et nous serons obligés d'organiser quelque chose qui aille vers les différents acteurs. Parce que ici, c'est aussi compliqué en ceci que si on parle aux producteurs sans parler aux consommateurs, on n'aura pas évolué. Si on parle aux producteurs sans parler aux distributeurs, on n'aura pas évolué. Donc, il y a quelque chose qui va être pensé et mis en musique pour que ça puisse toucher les différents acteurs. Et vous êtes sans oublier, lui, Roger. Là, on parle des productions agricoles, agro-silvo-pastorales. Alors, de ce qu'on va préparer pour parler aux éleveurs, ce ne sera pas la même chose que ce qu'on dira à ceux qui font la pisciculture et ceux qui font l'agriculture. Donc, c'est en ça que ça devient complexe. Et je l'ai dit et j'insiste dessus, c'est quelque chose qui va durer. Et Dieu merci, le symposium nous a donné du matériau pour organiser ce plaidoyer. Même s'il est long, on a déjà de quoi nous permettre de savoir que oui, même s'il est long, on est dans un processus avec un cap qui est connu.
Voilà l'avantage, est-ce que je peux dire comme mot de fin par rapport à la présentation de ce symposium. Merci. Le plus dur commence. Voilà, merci infiniment, Monsieur Bernard Djonga. Nous allons au standard prendre cet appelant qui nous appelle depuis le Gabon. Bonsoir, vous déclinez votre identité et puis vous intervenez. Oui, bonsoir, bonsoir monsieur, c'est monsieur Mbani du Gabon. Nous vous écoutons. Ok. Je vais commencer par intervenir par rapport à ce que le papa disait tout à l'heure. J'insiste là-dessus parce qu'il faudrait bien que les Africains comprennent. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour aller au but de ma pensée. Parce qu'en termes de crédit, il faudrait je ne suis pas assez juste. Mais néanmoins, je vais aller très vite. Je suis d'accord avec ce que le papa qui parlait tout à l'heure disait. Et je tiens à lui dire que les Africains sont prêts. Nous sommes prêts. Je ne sais pas pourquoi on perd le temps à tergiverser dans des débats inutiles. Nous sommes prêts. En ce qui concerne particulièrement le Cameroun, monsieur, nous sommes prêts. La jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse panafricaine d'aujourd'hui, nous pensons à nous et nous ne pensons pas qu'à nous en termes Cameroun. Nous pensons à nous en termes panafricains. Moi, actuellement, je vis au Gabon, mais je suis Camerounais. J'ai la chance de partager ces deux cultures. Et quand je vois la politique qui est implémentée aujourd'hui au Gabon, je suis assez satisfait. J'ai besoin aujourd'hui que mon président, que mon père, parce que je suis son parcours politique depuis aujourd'hui, j'interviens à Afrique Média pour la première fois. Je veux m'afficher aujourd'hui parce qu'il est clair. Il est temps qu'on prenne notre destin en main. Notre destin ne passera pas par une autre voie que par la nôtre. Et on ne peut pas continuer à penser que notre destin viendra d'ailleurs. C'est impossible, c'est inimaginable. C'est comme si vous vous disiez que le matin vous devez vous coucher et que c'est quelqu'un qui vous dit va te coucher et que quand vous devez vous réveiller, c'est quelqu'un qui vous dit viens vous réveiller. Je vais intervenir aujourd'hui beaucoup plus en termes d'agriculture. J'ai voulu dire cela au départ pour que les Africains comprennent. Je vais intervenir beaucoup plus sur l'agriculture. Je suis porteur d'un projet en ce qui me concerne. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce que le papa a dit avant en termes politiques et patati et patata, où on a des docteurs, des agrégés, des agronomes, des patati et patata qui viennent nous raconter, nous pondent des conneries qui nous pondent en termes d'économie, en termes de politique. Mais je crois qu'il faut qu'ils n'oublient pas une chose. La politique, c'est un jeu. Et c'est un jeu où personne n'est censé perdre. Tout le monde est censé être à l'aise. Il est temps que les Africains arrêtent de penser politique en ayant peur. La politique, c'est un jeu. C'est un jeu où tout un chacun doit pouvoir dire, eh bien, je pense bien, et je veux que le frère, pas l'étranger, le frère, oui, allô. Vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, je vous écoute. Allô? Voilà. On va quitter le Gabon pour la Côte d'Ivoire. Oui, parce que là... Je suis toujours en ligne. Oui, mais vous êtes en ligne avec Afrique Média ou avec quelqu'un d'autre? Je suis avec Afrique Média parce que je suis justement en train de vous voir. J'ai baissé le volume de mon écran. Voilà. Je voulais parler d'agriculture. Oui, allons-y rapidement parce que... c'est l'agriculture et tout ce qui va avec. Voilà. Voilà, vous voulez me relancer? Oui, c'était que vous alliez un peu vite parce que d'autres intervenants voudraient prendre l'antenne. Ok, bon, je voulais parler en termes d'élevage. Si vous me donnez encore quelques minutes, je vais chuter par là. Je vais parler d'élevage. L'élevage, aujourd'hui, quand on parle d'élevage au Cameroun, il y a des éleveurs aujourd'hui qui sont bien avant moi, mes aînés, qui ont déjà contribué à ce niveau-là au niveau du Cameroun. Mais ils ont été confrontés à certaines réalités politiques, c'est clair. On ne discute plus ça. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes comme moi qui voudraient pouvoir intervenir et participer au développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique se fera par le projet, par exemple, d'élevage. Aujourd'hui, on importe. En Afrique, on importe pratiquement tout l'élevage, l'Afrique importe du poulet congelé. Alors que nous avons des poulets, nous avons une culture africaine qui valorise l'élevage du poulet. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on soit obligé de se nourrir avec du poulet étranger? C'est inadmissible. Valorisons par exemple des éleveurs. Que l'État se mette en marche et dise, oh bien, je veux vous accompagner. Si les jeunes n'ont pas des espaces, que l'État leur apporte des espaces, pas des francs symboliques comme on a donné à M. Bolloré. Pourquoi est-ce qu'on est là à perdre du temps? Voilà. Oui. Le message a été donc saisi. Nous allons mettre le cap sur la Côte d'Ivoire pour prendre cet autre appelant qui voudrait intervenir. Bonsoir, vous déclarez votre identité et vous avez l'antenne. Voilà. Cet appelant n'est plus en ligne. Alors, on va aborder donc la deuxième thématique avec vous, hein, Emmanuel. On a fait un constat sur
les rayons des supermarchés à l'étranger, qu'on n'arrive pas à trouver nos avocats, nos oranges et nos bananes du continent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que les consommateurs n'arrivent pas à trouver ces avocats, ces oranges et ces ananas en quantité dans les rayons des supermarchés étrangers? Oui. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais déjà signaler que, en fait, si on se réfère au symposium, même déjà à l'intérieur, on a 2% des produits locaux et 98% des produits étrangers. Maintenant, en se transportant justement de l'autre côté de l'étranger, c'est-à-dire en fait vers l'Europe et autres, sûrement on se retrouverait peut-être avec 0,02% des produits qui sortent de l'Afrique. Juste une petite minute, parce que la priorité, on dira, on a ce téléspectateur qui insiste depuis et qui nous appelle du Niger. Bonsoir, il faut décrire votre identité et puis vous avez l'antenne. Allô? Voilà, vous êtes à l'antenne. Allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir le panel. Je voudrais tout particulièrement vous supplier de donner mon numéro de téléphone à M. Bernard. Mon numéro de téléphone à M. Bernard. Ah oui, parce que je tiens beaucoup à lui parler. Voilà. Particulièrement. Et je le remercie beaucoup de tous les efforts qu'il est en train de faire pour que l'Afrique se développe et que l'Afrique se débarrasse de l'envahissement de toutes sortes d'aliments qu'on nous injecte en Afrique pour que les Africains prennent en main leur destinée. Quand on parle de poulet congelé, je suis vraiment désolé, je suis très regretté que d'entendre que c'est des poulets congelés qu'on nous envahit et que les Africains ne peuvent pas s'autosuffire, alors qu'on montre des programmes de destruction de tout ce que les Africains ont comme aliment de base. Parce qu'avant même de faire des poulets de production, en Afrique, on produit des poulets. Et on nous amène des projets pour dire que c'est la grippe aviaire, que c'est eux-mêmes qui prennent des échantillons pour venir nous envahir et que tous ceux qui sont chargés de surveiller notre sécurité alimentaire observent, se taisent et ne réagissent pas de manière concrète et générale. Je voulais poser aussi la question à M. Bernard pour lui demander, est-ce que, comme une fois je lui avais demandé que j'ai fait une petite production de bananes, est-ce que de préférence, il faut laisser les bananes mûrir avec les bananiers ou bien les enlever pour les faire garder pendant un moment. Merci et bonne soirée à toute l'équipe. Que l'Afrique vous garde, que l'Afrique vous permette de pérenniser tout ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Mais laissez votre numéro de téléphone au standard pour qu'il puisse être remis au président Bernard. Alors, nous parlons tout à l'heure... Je ne réponds pas à la question. Ah, peut-être de répondre à la question directement, oui, avant que nous allions voir Emmanuel. Oui, bon, alors, il a posé la question de savoir s'il faut cueillir la banane pour le laisser mûrir à la maison ou bien le laisser mûrir dans l'arbre. En fait, il est conseillé de le cueillir parce que le laisser mûrir dans l'arbre, c'est aussi bon. Mais quand il mûrit dans l'arbre, les oiseaux aussi le consomment. Les oiseaux le guettent. Donc, en principe, si on connaît, identifier la maturité, ce qu'on appelle la maturité physiologique du régime dans l'arbre, il est toujours mieux de le couper quand on sent qu'il y a cette maturité physiologique. Généralement, les doigts deviennent plus fermes et puis ça tourne vers du vert foncé. Voilà. Et puis très souvent aussi, si on n'est pas expert pour identifier cette maturité physiologique, il est conseillé de laisser le régime dans l'arbre et de ne le couper qu'au moment où on constate qu'il y a un début de mûrissement d'un doigt. Donc lorsqu'il y a un début de mûrissement d'un doigt, on peut le couper pour l'amener à la maison. Mais si on est capable de savoir qu'il y a la maturité physiologique sans qu'il y ait mûrissement d'un doigt, je pense que c'est toujours mieux de le cueillir avant parce que
il y a d'autres prédateurs, particulièrement les oiseaux, qui mangeraient au moins 2 à 3 doigts si vous les laissez mûrir dans l'arbre. Et sans tout oublier ceux qui rôdent toujours tout à fait. de champ en champ. Et je lui dirais aussi que je veux prendre son téléphone au standard, il ne faut pas qu'il l'oublie. Voilà, merci, Président. Alors, Emmanuel, nous parlions bien évidemment de la rareté de nos avocats, de nos oranges et nos ananas dans les rayons de supermarchés étrangers. Et j'essaie d'expliquer que si le symposium a démontré qu'il y a 2% des produits locaux dans les supermarchés à l'intérieur, par exemple, du Cameroun, et 98% des produits importés, cela voudrait peut-être dire que si vous transportez aussi plutôt au niveau du marché européen, vous retrouvez peut-être 0,02% des produits en provenance peut-être du Cameroun, et le reste, en fait, qui seront des produits peut-être dans d'autres continents. Maintenant, le problème de fond, c'est celui-ci. Je voudrais peut-être m'appuyer sur l'avocatier sur lequel je travaille un peu depuis une vingtaine d'années pour exprimer l'idée. En fait, voyez-vous, le Cameroun, avec ses 5 zones agroécologiques, a quasiment 4 zones dans lesquelles on peut produire les avocats. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire, en fait, si les gens avaient le matériel, les variétés adéquates dans n'importe quelle zone, c'est-à-dire en fait en partant même du niveau de la mer jusqu'au sud de la Damawa par exemple, les gens peuvent produire les avocats. Et maintenant, si les gens avaient donc du matériel génétique adéquat, on peut produire tellement d'avocats que en fait on peut inonder le marché européen des avocats. Et ça, dans les années 70, le Cameroun l'a fait. Mais malheureusement, à l'époque, il l'a fait avec seulement une très grosse plantation qui avait une centaine d'hectares. Donc, en reprenant l'exemple des avocats, malheureusement, on se rend compte que depuis quasiment 50 ans, le parc à bois n'a pas été régénéré. C'est-à-dire, en fait, on avait 2 parcs à bois principaux au mains de l'État. Le parc à bois de Njombe et le parc à bois de Fumbo. Le parc à bois, c'est quoi? Le parc à bois, en fait, c'est les avocatiers sur lesquels on peut prélever les greffons pour greffer sur un porte-greffe. C'est ça qu'on appelle le parc à bois. Donc, c'est plusieurs variétés d'avocatiers qu'on conduit comme source de greffons pour multiplier la variété. À ce niveau, donc, si l'État n'a pas pu entretenir, régénérer ce matériel génétique et qu'aucun privé non plus ne l'a fait, en fait, avec le temps, les vieux avocatiers qu'on a ne peuvent plus transmettre en fait les mêmes capacités génétiques qu'on avait de départ. Donc, pourtant, sachant qu'on a en gros 3 grandes variétés d'avocatiers qui s'adaptent aux basses altitudes. La variété par exemple antillaise, ça s'adapte aux basses altitudes. Ça veut dire que même quelqu'un qui est quasiment dans les environs du littoral peut produire une variété antillaise. On a les variétés guatémaltèques qui en fait s'adaptent relativement aux altitudes un peu moyennes. C'est-à-dire en fait ceux qui sont autour de Yaoundé par exemple, ceux qui sont dans les zones jusqu'à 1000 mètres d'altitude peuvent très bien produire ces variétés guatémaltèques. Et ensuite, on a les variétés mexicaines. Ça c'est les variétés mexicaines qui s'adaptent en fait plus en très haute altitude, donc s'adaptent aux températures relativement basses. Donc, j'essaie d'expliquer quoi, que effectivement, si au niveau du Cameroun, par exemple, les producteurs connaissaient, ou alors s'il y avait le matériel génétique adapté, adéquat par rapport à toutes les zones agroécologiques, en fait, la production nationale des avocats ferait que en permanence, on retrouve les avocats dans les supermarchés et qu'on puisse même exporter. Et je le dis parce que, personnellement, j'ai vécu l'expérience depuis environ 10 ans où j'ai produit, par exemple, une variété comme le Bot 7 et qui se vend pratiquement au Soudan du Sud avant la récente guerre. Donc, c'était pour dire, en fait, si nous n'arrivons pas à produire assez d'avocats, assez d'oranges, et le cas d'orange, par exemple, est aussi patent.
Vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun importe les oranges du Nigeria. Pourtant, l'oranger est aussi une culture relativement facile qu'on pourrait multiplier et produire assez, non seulement pour le marché local, mais aussi peut-être pour l'export. Donc, l'une des raisons fondamentales, c'est le matériel génétique. La semence, comme le président disait, par rapport aux ateliers. Malheureusement, la conservation du matériel génétique ne peut pas facilement être maîtrisable au niveau des producteurs. Donc, dans cette difficulté, on a des sols appropriés. Oui, bien sûr. En fait, quand on dit une variété qui s'adapte, par exemple, aux basses altitudes, cela veut forcément dire que cette variété doit tolérer peut-être le sel et doit s'adapter en fait à une humidité relativement élevée, une température relativement élevée. C'est-à-dire que pour être clair et précis, on peut cultiver, on peut avoir ce verger d'oranger où? Dans quelle partie? Dans l'ouest, au nord, à l'extrême nord? Les orangers, en ce qui concerne l'orange, pratiquement jusqu'à Garoua, les gens peuvent produire des oranges. Et dans tout le grand sud du Cameroun, c'est possible d'avoir des vergers d'orange. Sauf que là où la température est très basse, justement, l'orange fait un peu problème. Donc, c'est plutôt les zones de haute latitude qui souvent dérangent en matière d'orange. Voilà, parce que tout à l'heure, le président voulait apporter un complément d'information. Oui, tu as dit pas complément d'information, je voudrais plutôt effectivement compléter ce que Emmanuel vient de dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché européen, pour ce qui concerne les fruits, est extrêmement exigeant. Le marché européen. Oui. Quant à ce qui concerne les fruits qui entrent dans l'Europe. Même par rapport à leurs fruits, c'est-à-dire quand tu prends les pommes de fraises, les raisins, les fraises par exemple, qui sont produits en zone tempérée, ils sont tout autant exigeants. Mais quant à ce qui concerne les fruits tropicaux, tels que les avocats par exemple, oui. Ça, ils sont extrêmement, même les oranges, ils sont extrêmement exigeants. Déjà, Emmanuel l'a dit concernant les variétés. Il y a des fruits, ils n'acceptent mais pas du tout les avocats d'un certain volume. Donc, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le calibrage? C'est-à-dire, le poids et la taille de l'avocat qui doit être présenté dans les supermarchés européens est déterminé. Ça veut dire que quand vous êtes dans la région de l'Ouest, la zone de haute altitude, je prends la zone du département des Bamboutos par exemple, qui est reconnu comme étant un bassin de production d'avocats. Mais à la limite, rares sont les variétés d'avocats qui partiraient là pour aller sur le marché européen. Parce qu'effectivement, vous avez des avocats qui ont des grosseurs que vous ne pouvez pas imaginer, qui ont des couleurs que vous ne pouvez pas imaginer. Tu voulais dire quelque chose, Emmanuel? Oui, président. En fait, là quasiment, moi j'ai parmi une collection d'avocatiers où on a au moins 7 variétés à l'heure actuelle. Oui. Et parmi les 7 variétés de ma collection, justement, il y a des variétés admises sur le marché européen. Il y a la Naïm, par exemple, il y a le As, par exemple. Ça, c'est des variétés admises au marché européen. Mais pour le moment, qu'est-ce qui empêche, en fait, au Cameroun de les multiplier par 1 million, par 1 milliard, par exemple, pour couvrir ce marché? Absolument rien. Je suis d'accord avec toi. On va aller prendre Traoré, qui nous appelle depuis le Burkina Faso. Bonsoir Traoré, bienvenue. Merci beaucoup, Afrique Média. Merci au Standard et merci à votre panel, Bernard Wenyonga et Emmanuel. Nous vous remercions pour toute cette œuvre que vous apportez pour l'Afrique. J'ai juste une petite observation sur le propos d'Emmanuel pour ce soir. Je souhaiterais que l'Afrique penche pour une production orientée exclusivement vers l'autosuffisance africaine, c'est-à-dire l'exportation. Si, tant qu'on peut, on a suffisamment nourri l'Europe et gratuitement, tant qu'on peut actuellement, de tout concentrer, de concentrer nos efforts sur l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Je vous remercie beaucoup. Merci. Docteur Poé, vous nous appelez depuis l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue. Alors, docteur Poé? Bonsoir, docteur. Alors, on va prendre un autre appelant. Bonsoir, vous décrivez votre identité puis vous contribuez. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je vous suis très bien.
Voilà, vous êtes à l'antenne. Oui, je vous suis très bien. Oui, oui, ok, bonsoir. Vous me suivez maintenant? Vous êtes à l'antenne. Ok, bonsoir. J'ai appelé tout à l'heure, je tiens à m'excuser tout à l'heure parce que je n'étais pas dans le débat, vous me l'avez appelé au départ et je n'ai pas suivi la consigne, je me suis laissé emporter. Je tiens à présenter mes excuses d'abord à tout le panel que je n'ai pas salué parce que j'ai aussi oublié de le faire. Je tiens à présenter mes excuses aux techniciens et à tout le monde entier parce que Afrique Média est mondialement reconnue aujourd'hui. Je tiens d'abord encore à remercier M. Fokam. Je l'ai appelé tout à l'heure papa parce que je ne garde pas les noms. Je suis désolé, je m'excuse. Je tiens à ce que vous ayez mon numéro particulièrement parce que je suis porteur d'un projet et j'ai des idées très profondes et je risque de me laisser emporter et reparler de ça. Donc je m'excuse, je ne vais pas en parler. Je tiens à ce que vous ayez mon numéro personnellement pour qu'on puisse en parler et que je vous amène mes idées. Peut-être que vous allez m'orienter clairement par rapport à ma vision à moi. Bon, maintenant, par rapport au débat, vous avez parlé tout à l'heure des fruits, des oranges, de l'avocat. Tous ces produits-là reviennent en une seule chose. On peut parler des avocats, des oranges, comme on peut parler du poulet, qui est mon projet phare. Comme on peut parler de l'élevage bovin et des chèvres et tout le reste, tout ce qui peut apporter un bien à l'Afrique. Tous ces produits-là, nous avons la chance d'avoir d'abord un sol très fertile. Tous ces produits peuvent proliférer énormément sur tout le continent africain selon les régions et selon les zones. Donc je ne vais pas refaire le débat là-dessus. Il est clair et certain que l'Afrique passera par là pour devenir un autre demain. Maintenant, je voudrais particulièrement revenir, si vous me le permettez, avec votre permission, sur l'élevage des poules. Pour moi, c'est l'élément pour lequel j'ai beaucoup plus d'intérêt parce que j'ai fait des recherches dessus. Et j'aime bien travailler avec mes mains et c'est un projet qui me parle. Voilà pourquoi je voudrais insister dessus. Vous savez, l'élevage, quand aujourd'hui on arrive encore dans certaines sous-régions à avoir du poulet importé, pour moi c'est une aberration, c'est très dangereux, il faudrait que ça s'arrête. Et voilà pourquoi je suis satisfait de M. Dia, du projet qu'il porte au Cameroun. J'ai pas trop aimé la politique de ce monsieur pendant longtemps, mais aujourd'hui, avec la lecture de la géopolitique et la géostratégie qu'il a entrepris depuis son arrivée au pouvoir, il a quand même certains acquis. Il ne faudrait pas qu'on crache dessus. Et je souhaite à ce qu'il intervienne personnellement parce que ce problème en Afrique, surtout particulièrement au Cameroun, est très important. Nous ne nous en sortirons pas sans l'agriculture et sans l'élevage. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Monsieur Demba Traoré, vous nous appelez depuis Caille au Mali. Bonsoir. Monsieur Demba Traoré. Voilà, nous allons reprendre Dr Pouet qui est en Allemagne et qui est au debout du fil. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Noide. Bonsoir à votre panel. Oui, je vais intervenir par rapport au fait que la production, en fait, dans le débat de ce soir, il était question pourquoi les fruits tels que les avocats et les ananas africains sont rares sur le marché. Et moi, je suis sur le marché européen. Je vois que le marché européen ne doit pas nous intéresser. Nous avons 1 milliard d'habitants. On doit orienter notre production vers la consommation de carne. Ça doit être d'abord la priorité. Et puis, s'il y a un surplus, on ira nourrir les autres. Nourrir d'abord sa propre population. C'est ça le fait. Et puis, il était question, quelqu'un a dit par exemple les normes, il a parlé, n'est-ce pas, des dimensions des avocats et de certains fruits. Ça, c'est une politique de protection. Ça, c'est un protectionnisme que les Européens pratiquent pour essayer de protéger leur marché. Vous allez me dire qu'en Europe, on ne produit pas la banane, mais la banane qui est consommée en Europe, c'est très souvent les multinationales européennes. Alors, on essaie de protéger ce marché-là pour que ça reste entre les mains des multinationales européennes. Voilà. On va revenir. Oui, à vous, Emmanuel. Oui, en fait, par rapport aux avocats, je comprends bien la préoccupation des amis par rapport, en fait, à penser seulement à l'exportation. Mais je voudrais déjà préciser une chose. En fait, à la consommation d'abord. Oui, non, j'ai dit, n'est-ce pas, je voudrais préciser une chose. Moi, j'observe le marché camerounais, par exemple, des avocats depuis 2004. Et chaque année, le même phénomène reprend à la même période.
C'est-à-dire, en fait, vous avez les avocats entre le mois de janvier et le mois de mai, de juin pratiquement. À partir du début juin, les avocats vont passer du simple au double, du double au triple, jusqu'en décembre. Chaque année, le même phénomène reprend. C'est-à-dire, en fait, l'avocat qui se vend peut-être en mai à 5 000 francs, le même avocat va se vendre en octobre à 30 000 francs, 40 000 francs. Donc, je comprends bien la préoccupation des amis par rapport à se penser au marché européen. Mais je dis aussi, même sur le plan local, effectivement, qu'ils ont raison. Qu'est-ce qui empêche au Cameroun d'avoir donc les avocats en fait en permanence toute l'année et d'en exporter? Et là, c'est là où je revenais sur ces problèmes déjà, même de connaissance même de l'avocatier. Enfin, je prends un exemple très simple. L'avocatier est divisé en groupe A et en groupe B. Mais qui sont ceux des producteurs qui le savent? Tout le monde sait qu'il me suffit de prendre un plan d'avocatier, de le planter quelque part et il va donner. Personne ne connaît le fait qu'il faut en fait 10% peut-être du groupe A et 90% du groupe B ou l'inverse pour que la productivité soit assez élevée. Donc, c'est pour dire, en fait, il y a un réel problème. Il y a plusieurs problèmes autour de ce manque soit d'orangers, soit ce manque d'avocats sur le marché. Les gens ont une difficulté peut-être à comprendre tous les contours techniques derrière la chose, quoi. Voilà. On va prendre M. Débat Traoré qui nous appelle depuis Kai au Mali. Bonsoir. Allô? Bonsoir, M. Débat. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Louis Rosé. Bonsoir. Bonsoir, Louis Rosé. Bonsoir. Bonsoir à mon président, Bernard Dionga. Bonsoir, bonsoir. Effectivement, c'est mon président parce que si le candidat il recevra son premier bulletin, ça sera le bulletin de Demba Traoré qui va voter pour Bernard Dionga, président de la République du Cameroun. Je réserverai Banakani pour l'avenir parce que nous avons besoin de Banakani pour animer le panafricanisme. Mais Bernard Dionga sera notre président pour s'occuper, comment dirais-je, de notre agriculture parce que c'est la première économie qu'il faut développer en Afrique. Et c'est bien tombé parce qu'il a une équipe qui fonctionne très bien, qui comprend, qui maîtrise comment dirais-je, cette matière-là. Alors, Bernard Dionga, même s'il passe, c'est par la sorcellerie, le premier bulletin d'aller trouver dans l'urne, ça sera le bulletin déposé par Demba Traoré de la République du Mali. Merci, bon vent à vous. Alors, merci infiniment, Demba Traoré, ça vous fait sourire. Alors, on va aborder la dernière thématique, puisque nous parlons des petits producteurs qui sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, qui n'arrivent pas à avoir des moyens pour les intrants agricoles. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Oui, il y a quand même des choses aussi simples, telles qu'on les vit, qu'on peut bien partager sur le plateau. Il y a cela 2 semaines, j'étais à Touboro invité par une organisation paysanne. Ils sont près de 4000 producteurs qui ont formé une association dans la région de Touboro et qui produisent le soja, le maïs et puis les arachides. Donc c'est un des bassins les plus importants du Cameroun en ce qui concerne le soja et les arachides. Alors quand j'ai discuté avec ces paysans, j'ai compris quel était leur problème, c'était la disponibilité des intrants. Alors quand je dis disponibilité des intrants, ici vous avez les engrais, vous avez aussi les semences. Vous avez les semences et puis autres produits phytosanitaires. Ça, c'était leur problème. Alors, vous avez donc affaire à une multitude, voilà des compatriotes, ils sont environ 4000. Ils sont déjà organisés avec des responsabilités, avec une répartition des tâches impeccable. Mais ils sont prêts à produire. Ils ont la terre. Parce que là encore, lors de cette rencontre, j'ai avec beaucoup de plaisir que j'ai été informé du chef qui était d'ailleurs là, qu'il a mis à disposition de cette organisation 150 hectares de terre pour l'Union et qu'il était prêt, d'après ce qu'il m'a dit, à porter cet espace à 1000 hectares.
s'ils avaient besoin. Puis c'est une zone où il y a vraiment de l'espace et de l'espace fertile. Donc, on a affaire donc à des producteurs qui ont la volonté de produire, qui ont sur certains aspects le savoir-faire, qui ont sur certains aspects l'organisation nécessaire, qui ont sur certains aspects le soutien nécessaire de l'élite, que ce soit l'élite locale, traditionnelle ou bien l'élite administrative. Quelque chose de vachement intéressant. Mais alors, me voici à Douala, j'ai rencontré cet après-midi le responsable de cette union qui est venu négocier les semences auprès des établissements de la place et des banques de la place. Malheureusement, dans l'entretien, la seule travail que j'ai eu avec lui, aucune porte ne s'est ouverte à ce leader paysan qui vient de Touboro. Aucune porte ne s'est ouverte à lui. Alors, du côté de ceux qui livrent les engrais ici, que j'ai tais le nom pour des besoins de publicité, du côté de ceux qui livrent les engrais, ils ont le tonnage qu'il faut. Parce que d'après leurs calculs, ils avaient besoin pour la campagne qui commence, arachide et puis soja, ils avaient besoin de 32 tonnes de 26 millions de francs pour pouvoir satisfaire leurs demandes en engrais. Alors, malheureusement, il n'y a aucune porte qui s'ouvre pour leur accorder de petits crédits. Une autre forme de crédit que ce soit pour qu'ils obtiennent des engrais pour pouvoir travailler. Tout le monde demande de payer cash ou bien de passer par une banque qui vous délivre un engagement pour qu'on vous livre et que vous payerez par tranche. Il est rentré bredouille. Et ça, si vous imaginez. Donc, c'est-à-dire, voilà une situation où on est sûr qu'on a des gens qui sont prêts à produire. Et ils sont sur un espace qui n'attend que de produire, qui n'attend que d'offrir, qui est la terre. Malheureusement, ils n'ont pas d'intrants. Vous voyez, ça fait quand même mal. Ça fait mal. Donc, on a affaire à un environnement où, en matière d'intrants agricoles, il n'y a absolument pas de structure vers lesquelles, je ne veux pas dire qu'il y a quelques timides réactions qui sont menées par les pouvoirs publics. J'ai entendu qu'ils ont eu à distribuer des semences de maïs, quelques tonnes de semences, et des semences d'arachide, et des semences de soja, et des semences de macabo, et des semences de taro, et des semences de plantain. Donc, en principe, quand on parle de problème de semences, ça doit être quelque chose qui est pensé, qui est mûri. Mais malheureusement, et c'est dans beaucoup de pays africains que je connaisse, il n'y a pas une véritable politique qui est mise en place pour accompagner les producteurs qui ne sont pas pauvres en volonté de produire, qui ne sont pas pauvres en outils de production, puisque comme ils sont pauvres, leur machine de travail, c'est leur force de travail, ils ont cette force de travail. Malheureusement, ils n'utilisent même pas la force de travail naturelle qu'ils ont pour pouvoir produire et résoudre leurs problèmes. Donc il y a un sérieux problème à ce niveau, la difficulté des paysans à obtenir les intrants en qualité, en quantité, et à un temps et à un moment idoine par rapport au calendrier agricole. C'est le véritable problème qu'on a. Et j'ai connu ça avec ce que j'ai vécu ce soir, avec ce leader qui est parti de Touboro et qui rentre bredouille chez lui pour pouvoir ne rien avoir à dire à 4000 producteurs qu'ils attendaient pour pouvoir être heureux d'engager une bonne campagne. Voilà. Ça, c'est un peu ce que j'ai vécu. J'avoue que ça m'a fait quelque chose. Allons d'abord au standard prendre M. Kwasi qui nous appelle depuis les États-Unis. Bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir, et bonsoir, et je dis une chose à vos panélistes et particulièrement à vous aussi. Je voudrais dire qu'on aurait dû commencer cette émission avec votre deuxième sujet qui est l'accès aux intrants agricoles. Oui, tout à fait. Parce que je pense que c'est l'élément le plus important. Ils ont déjà répondu à ma préoccupation, mais je vais revenir là-dessus encore. C'est que pendant la journée, Afrique Média fait passer d'autres émissions où les gens discutent des affaires politiques, des affaires militaires, etc., etc. Mais la chose la plus importante pour la survie d'un homme et qui fait partie des besoins fondamentaux de l'homme, c'est la nourriture. Même si n'importe quel pays au monde porte des embargos sur un pays et que ce pays-là a la nourriture, a la santé, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas du tout besoin des autres. On peut vivre entre nous. Donc pour moi, le problème d'aller vendre les produits en Occident, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas important parce que c'est une façon de faire vivre les Occidentaux. Si on peut consommer, si on peut trouver des moyens pour faire consommer ces produits à l'intérieur, je pense que c'est la chose la plus importante. J'étais vraiment surpris. Lorsque je suis venu aux États-Unis, j'étais au lycée, à l'université,
Lorsque les étudiants s'amusaient au campus, les gens mettaient du riz dans des sacs et ils jouaient avec. Et mais moi, j'étais vraiment étonné. Je dis, mais comment est-ce que vous jouez avec la nourriture? Ce sont des choses dont ils n'ont plus besoin. Ils en ont trop. Donc, même si nous, les Africains, on veut envoyer ça là-bas, si notre esprit est de faire beaucoup de nourriture et d'exporter là-bas, vous allez voir qu'on va dépendre d'eux à un certain moment. Quand ils en ont trop besoin, ils vont couper le prix, on ne pourra plus vendre. Donc, notre politique sera de penser à nous. À nous d'abord, avoir réussi à nous nourrir et quand on réussit à se nourrir, quand on n'a plus besoin, on peut jouer avec et si quelqu'un veut acheter, on peut le vendre. Ouais. Donc je pense que le deuxième sujet est beaucoup plus important pour moi. Je suis à l'écoute. Merci. Merci infiniment, monsieur Kwasi. Bernard disait tout à l'heure que non, vous avez raison, parfaitement raison. Oui, non, tout à fait, il a parfaitement raison. Quand il dit, parce que j'ai toujours dit la même chose que lui, certains Camerounais pensent qu'on gagne toujours mieux à exporter leur production, sa production à l'extérieur. C'est ce que certains Camerounais le disent. On a ouvert le marché avec les Américains, la Goa, tout à fait. Avec les Américains. Ouais. Donc il était question de nous ouvrir le marché, même les APE aujourd'hui. Ouais. Mais on réalise que là où on veut aller vendre, la demande n'est pas si importante que telle par rapport à nos produits à nous. Ce qui fait que, comme le dit si bien cet auditeur, on aurait intérêt, et ça c'est un très bon message, on aurait intérêt à satisfaire d'abord notre marché à nous. Et c'est une vision de développement à long terme, même une vision politique. Parce qu'on ne peut pas envisager de se développer avec une population qui a faim. Ça c'est d'un. Et puis de deux, même en termes de commerce, il est toujours bon de chercher à satisfaire le marché de proximité avant d'envisager augmenter les coûts de production par le transport qu'il faille aller très loin. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit, faites attention, vous qui voulez exporter aux États-Unis, il voyait comment on joue avec du riz. Alors, il a découvert que là, aux États-Unis, les gens ont abondamment, ils ont tellement que c'est les excédents, ils jouent même avec la nourriture, alors qu'on veut aller là-bas vendre. Ça, c'est pour ça que j'ai secoué la tête pour dire que oui, il avait parfaitement raison. Et c'est un petit détail que je ne voyais pas. Oui. Le marché à l'extérieur n'est pas toujours le bon marché. Mais quand on le dit aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Ils disent toujours que non, en vendant en Europe, on va remplir le conteneur pour amener en Europe, on va gagner plus. Et surtout qu'il y a d'abord les frais d'envoi et tout. Parfois, on arrive à expédier les articles, on ne trouve pas près d'heure. Mais non, il n'y a pas que ça, lui, Roger. Fais attention. Je vais plus loin. Je l'ai souvent dit. Quand je prends le cas d'une Dolé, bon, ça c'est Emmanuel parlait des apps à juste titre. Alors, on nous dit qu'il faut vendre nos produits aussi en Europe parce que l'Europe va vendre ses produits chez nous. Donc, on ouvre les deux frontières. Mais l'Europe apporte ses produits là où les gens ont faim. Et les produits qui sont apportés là où les gens ont faim, c'est des produits subventionnés, donc sont moins chers. Donc, forcément, ça correspond à ce milieu, donc à notre milieu à nous. Parce que c'est des produits subventionnés et ça se vend moins cher. Et ça satisfait le pays extérieur, donc les Européens. Et ça nous pénalise. Non seulement ça correspond à notre milieu, mais le peu de moyens que nous avons, au lieu de l'utiliser pour booster notre production, pour satisfaire nos besoins en alimentation, on utilise ce peu de moyens-là pour acheter les produits importés qui, quoi qu'on le dise, continuent à pouvoir nous appauvrir. Alors, je disais donc ceci. Dans le cadre des APE, si au Cameroun, aujourd'hui, on réussit à mettre le ndolé dans la boîte, donc on fait le ndolé au pistache et puis à la morue. Bon, excuse-moi, lui Roger, j'ai trahi un peu mes goûts. Alors, si on réussit à faire le ndolé au pistache et à la sauce de morue, on met ça dans les boîtes qu'on exporte en Europe, prêt à consommer. Alors, si en Europe, c'est les Africains et les Camerounais particulièrement qui connaissent le ndolé, qui achètent mon ndolé que j'ai amené en Europe, c'est que j'ai échoué. Je n'aurais gagné dans l'échange que si et seulement si je réussis à faire consommer mon ndolé par les Européens sur le marché européen. Et c'est une autre bagarre. Or, comme nous, on n'est pas habitués à de la publicité, comme nous, on n'est pas habitués à de la rigueur commerciale. Donc, ce que ndolé, quand il va arriver dans le supermarché européen, il n'y aura aucun agent de publicité qui va s'intéresser à ce ndolé. Parce que sa valeur en tant que telle par rapport à la demande est faible. Et ils ne seront pas prêts à construire, comme cela se devrait, à construire le goût autour d'un produit là-bas en Europe. Donc, il a parfaitement raison de dire que non, cet auditeur, de dire que non, nous devons conquérir, maîtriser notre marché et même promouvoir notre marché pour attirer d'autres personnes, d'autres produits qui viennent de l'extérieur. Moi, je n'aurais pas peur de cela. Mais en sachant qu'on a assuré notre marché et on est sûr que ce que nous offrons à consommer dans notre marché
entre dans nos habitudes culinaires, entre dans nos traditions de consommation, entre aussi dans notre perception du développement. Puisque jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de manière franche définie quelle est notre vision quant à ce qui concerne le développement de ce que nous allons consommer. Nous, on n'a pas encore dit, là je regarde un peu Emmanuel, aujourd'hui, moi je ne me suis pas encore prononcé sur les méthodes de transformation d'une cuit. Le cuit, c'est un plat traditionnel que j'adore beaucoup. Mais j'aimerais qu'on le transforme pour que ça se consomme aussi en ville parce que c'est difficile à préparer. En ville, les gens n'ont pas le temps. Mais je ne veux pas qu'on perde ce plat traditionnel. Je veux donc qu'on puisse l'améliorer. Mais il faut qu'on l'améliore suivant ma perception de l'amélioration de ce plat traditionnel. Mais on n'a pas ce chemin à l'heure actuelle. Je prends le cas d'une dolé, je prends le cas de la saugeole. Je suis désolé, Emmanuel. Donc, il y a ce champ-là que nous avons devant nous. Et cet auditeur, il a parfaitement raison. Parce qu'il définit le champ où tout le monde devrait trouver son travail, du laboratoire jusqu'à ceux qui produisent en champ, jusqu'aux intermédiaires qui commercialisent, etc. Et c'est ça, effectivement, qui fait le développement. Mais nous ne nous inscrivons pas dans cette piste-là. Donc, pour vous dire que même penser à aller vendre en Europe, c'est déjà refuser de pouvoir faire développer, de pouvoir conquérir le marché qu'on a à côté de soi. Et ça, c'est vraiment dommageable pour notre développement. Alors, chapeau à cette intervention. Et on se retrouve toujours en train de parler de la publicité, des méthodes pour faire connaître nos produits, et surtout de savoir où on peut les avoir en qualité et en quantité. Et c'est un travail qui vous incombe, vous qui êtes homme de terrain, Emmanuel. Oui, Roger, mais j'aimerais d'abord revenir un peu sur le débat sur l'accès aux intrants. Parce que c'est un débat qu'on n'a pas tout à fait clos tout à l'heure. Et là-dessus, je voudrais dire, j'ai vécu une expérience assez triste dans l'extrême nord il y a là une dizaine d'années. En fait, il y a quasiment des producteurs dans certaines zones qui sont devenus presque des esclaves des autres, quoi. C'est-à-dire, en fait, imaginez un peu qu'il y ait une famille peut-être de 5 personnes qui ont besoin peut-être de 5 sacs de 1000 pour vivre l'année. Maintenant, il arrive que, en fait, leur champ ne produit que 3 sacs, par exemple. Ils ont besoin donc de 2 sacs supplémentaires pour pouvoir boucler l'année. Maintenant, ils vont aller prêter ces 2 sacs chez un usurier contre 2 autres sacs qu'ils paieront en intérêt. Et finalement, on se retrouve, en fait, au fil des ans, avec des familles qui sont endettées peut-être de 50 sacs de 1000, alors qu'ils n'en produisent que 5 chaque année en moyenne. Et voilà un peu comment le producteur de Touboro va se retrouver. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? En fait, une fois rentré chez eux... 30 secondes, parce que là, on nous signale déjà que le temps est... Une fois rentré chez eux, de toutes les façons, ils seront obligés d'aller vers ces usuriers qui vont les prêter quelques sacs d'engrais contre 50, 100%, voire même 200% en retour à la production. Et c'est comme ça que le circuit va carrément se refermer sur eux. Le piège va se refermer sur eux. Il y a de cela aussi une vingtaine d'années, moi je pensais à une certaine organisation qui devait inclure par exemple les banquiers ou les microfinances, les distributeurs qui en fait détiennent les intrants et les produits et peuvent aussi contrôler le stock et les producteurs. Si on réussit en fait à organiser un circuit entre tout ce beau monde, on peut sortir les usuriers du circuit et finalement commencer un peu à enrichir les producteurs et pour l'intérêt de tout le monde. Voilà, merci. Je voulais conclure pour dire 30 secondes, juste 30 secondes pour dire que le sac de riz dans la partie nord du Cameroun, je ne sais pas ce qu'il en est du Niger ou bien du Mali ou bien du Burkina Faso, le sac de riz, le sac de 1000 est passé à 28 000 francs. Ça veut dire excessivement cher. Tout à fait. Dans une période où d'ici peu, on va entrer en période de campagne dans ces zones-là. Donc il y a problème. Voilà. Merci infiniment à vous, messieurs les experts, d'être donc venus ce soir pour cette autre édition d'Agripan. Merci à la grande équipe technique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre contribution. Madame, monsieur, le programme se poursuit. Ne quittez pas.